Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 mai. En Israël, à la veille du scrutin, le ciel se dégage pour le candidat travailliste Ehud Barak, seul maintenant depuis le retrait des autres candidats face à Benyamin Netanyahou, donné largement perdant dans les sondages. Depuis 48 heures, les scènes de violence se multiplient à Vauvert dans le Gard, mais avec mort d'homme cette fois, un jeune de 18 ans tué par le propriétaire de la voiture qu'il s'apprêtait à saccager. L'inquiétude en Moselle autour de l'usine d'Ambach où est assemblée la Smart. Le coprésident de Daimler Chrysler donne 6 mois à la petite voiture pour faire ses preuves. Sinon, dit-il, il arrête la production. Et puis bien sûr, nous irons à Cannes pour la sortie du film de Raoul Ruiz, Le Temps retrouvé, une adaptation de Proust. Nous y retrouverons 2 des interprètes de ce film, Emmanuel Béard et Vincent Pérez. De nouveaux renforts de gendarmerie vont donc être dépêchés à Vauvert, dans le Gard, après que des scènes de violence se soient répétées la nuit dernière. Cette fois, un jeune homme a été tué par un des habitants du village. Vendredi soir, 7 personnes avaient déjà été blessées par balle au cours d'une bagarre. Karine Comazzi et Arnaud Ardouin. Ils ont tout démoli, ils ont tout démoli. Personne n'a rien demandé, il y a des blessés. Les commerces sont en état lamentable. Mais c'est la guerre, on va là. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Un face-à-face violent. Les jeunes de la petite ville de Vauvert et les gendarmes s'affrontent depuis 2 jours. Ce matin, ils ont tenu tête aux forces de l'ordre. Une montée de violence soudaine provoquée par la mort d'un jeune de 18 ans, tué cette nuit alors qu'il dégradait un véhicule en stationnement. Mais tout démarre en fait dans la nuit de vendredi à samedi. Un groupe de jeunes saccage des commerces, la tension monte, des bagarres et des coups de feu. Bilan de la nuit, 7 blessés chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour ce Dieu, il n'y a pas de problème. Hein. Chercher le calibre, on va le tirer. En réalité, les habitants n'ont pas accepté la libération d'un jeune ayant frappé un policier municipal. Ils accusent la justice d'être la cause de ces émeutes. Une situation qui de toute évidence embarrasse les autorités judiciaires. Je n'ai pas de commentaires, s'il vous plaît. Une flambée de violence qui divise Vauvert. D'un côté des habitants indignés, de l'autre des jeunes qui réclament justice pour la mort de leur ami. Un événement essentiel, c'est la mort d'un ami. On n'est pas des agresseurs, nous ne sommes pas armés. Le camp adverse, entre guillemets, si je puis m'exprimer comme ça, parce que j'estime pas qu'il y ait de côté, le camp adverse, ils ont des armes. Le maire, de son côté, tente de renouer le dialogue avec les habitants de sa commune. Tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est faire une coupure avec cet engrenage. Parce qu'effectivement, on peut toujours accrocher quelque chose à autre chose. Donc on veut absolument arrêter ça. D'abord retrouver, que la communauté retrouve tout son calme. C'est ce à quoi nous nous employons. Ce matin, le meurtrier présumé du jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue. Cet après-midi, quadrillé par 120 gendarmes, la petite ville de Vauvert semblait avoir retrouvé son calme. Une centaine de gendarmes, de policiers, de douaniers aidés d'un hélicoptère recherchent un homme dans le département de la Moselle. Il a d'abord tué 4 personnes en Allemagne, dont 2 à la sortie d'une discothèque, avant d'en abattre une 5e à Cirque-les-Bains. Pour l'instant, on ignore tout des raisons qui l'ont entraîné dans cette cavale meurtrière. On sait simplement qu'il s'agit d'un ressortissant allemand connu des services de police. Caroline Laudre. Tout l'après-midi, les gendarmes armés de fusils à pompe revêtus de gilets pare-balles se sont postés autour de la caserne désaffectée de Cirque-les-Bains. L'homme qu'ils recherchent pourrait s'être retranché à l'intérieur. Âgé d'une 40aine d'années, il est soupçonné d'avoir tué depuis ce matin 5 personnes en France et en Allemagne. Sa dernière victime a été retrouvée à 300 mètres de là, un père de 2 enfants. À 4 reprises dans sa fuite, le meurtrier a tenté de s'emparer de plusieurs véhicules. Le meurtrier a pris la fuite. Au cours de cette fuite, il a commis à plusieurs reprises des violences graves contre les personnes. Une jeune femme a été blessée à la jambe et un pompier a également été victime à l'oreille de débris de verre. C'est en Allemagne, à Dillingen, qu'a débuté la folie meurtrière. À 4h30 ce matin, il y avait encore une vingtaine de clients dans la discothèque Le Xanadu. Un inconnu a soudain ouvert le feu. Le gérant et l'un des employés ont été tués, 3 autres personnes blessées. Selon les témoins, l'homme s'est frayé un chemin vers la sortie en tirant, puis il s'est rendu dans un appartement. Dans sa folle équipée, il a tué un couple franco-britannique et blessé leur fillette. Pour l'instant, les motivations de cette tuerie ne sont pas connues. De l'homme, on ne connaît qu'un portrait robot. Il serait allemand, blond, corpulent et mesurerait 1,85 m. Et puis dans le Finistère, c'est un forcené qui a été tué par un gendarme après qu'il ait lui-même blessé l'un de ses collègues.
L'actualité à l'étranger, c'est d'abord Israël avec à la veille du scrutin qui doit renouveler les membres de la Knesset et surtout désigner le nouveau Premier ministre. En l'espace de quelques heures, tous les petits candidats se sont retirés, ne laissant plus en lice Ehud Barak pour le Parti travailliste et Benjamin Netanyahou pour le Likoud. Les chances du Premier ministre sortant de l'emporter paraissent alors bien minces. Charles Anderlin. À moins de 24 heures du scrutin, la campagne électorale a basculé avec le retrait de 3 candidats. En fin de matinée, Yitzhak Mordechai, le chef du parti du centre. Ces sondages favorables il y a seulement quelques semaines se sont effrités au fil des jours. Il appelle ses électeurs à voter pour Barak. Durant l'après-midi, c'est l'extrême droite qui renonce. Benny Begin retire sa candidature mais ne se désiste pas en faveur de Netanyahou. Hier soir, c'était Azmi Bishara, le premier arabe à briguer la présidence du Conseil de l'histoire d'Israël. Benjamin Netanyahou et Ehud Barak restent seuls en lice. L'élection du Premier ministre se fera en un tour, un seul demain. Tous les sondages prédisent une large victoire du candidat de la gauche qui pourrait obtenir jusqu'à 55% des voix. Mais Netanyahou ne s'avoue pas vaincu, loin de là. Il multiplie les mises en garde. Les travaillistes de Barak accepteront, dit-il, un État palestinien qui menacera l'existence même d'Israël. Inlassablement, il rappelle que les instituts de sondage s'étaient trompés lors de son élection en 1996, annonçait la victoire de Shimon Peres. Et d'attaquer la presse, selon lui, entièrement acquise à la gauche, il a lancé au cours d'un meeting « Les journalistes ont peur » et fait répéter par les militants « Ils ont peur, ils ont peur ». Ehud Barak, lui, ne veut pas vendre la peau de l'ours. Il poursuivra sa campagne jusqu'à la fermeture des bureaux de vote demain à 21h. 80 000 militants de gauche sont mobilisés pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Cela alors que dans la rue, les esprits s'échauffent. Tôt ce matin, une équipe de la télévision israélienne a été attaquée par des inconnus au nord de Tel Aviv. Hier, des partisans de gauche et de droite en sont venus aux mains près d'Ashkelon et ces images tournées par France 2 ont fait scandale. Ces jeunes qui portent des t-shirts Netanyahou scandent « On a eu Rabin, on aura Barak ». Alors Charles Anderlin, bonsoir. Vous êtes à Jérusalem. Vous le disiez dans votre reportage, tous les sondages donnent Ehud Barak vainqueur. Certains prédisent même qu'il pourrait l'emporter dès le premier tour. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits ? Les jeux ne sont pas faits, il faut prendre ces sondages avec beaucoup de précautions. En 1996, un seul institut avait prévu la victoire de Benjamin Netanyahou face à Shimon Peres. Alors c'est vrai, cette fois, tous les instituts annoncent une victoire très importante d'Ehud Barak, parfois avec une avance de 10 points sur Benjamin Netanyahou. Ce soir, seuls quelques astronomes et M. Netanyahou lui-même prévoit sa victoire. Mais l'électeur israélien est parfois imprévisible. Y a-t-il, à l'heure qu'il est, et peut-être jusqu'à demain soir, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, un retour des déçus de M. Netanyahou vers la droite, vers sa candidature, des gens qui avaient quitté le Likoud pour le parti du centre et pour l'extrême droite. C'est fort possible. Et puis de nombreux militants considèrent les instituts de sondage comme faisant alliance avec la presse de gauche qu'ils détestent. Donnent-ils des réponses vraies lorsqu'ils ont les questions des instituts? Ce n'est pas toujours certain. Oui Charles, et puis en ce qui concerne les résultats, maintenant ce sera j'imagine demain soir très tard? 22h, fermeture des bureaux de vote en Israël, 22h heure française. Nous aurons les premières fourchettes, les premières estimations des instituts de sondage sur des sondages qu'eux-mêmes font, mais les résultats véritables, on les aura dans la nuit. Si le résultat est très serré, il faudra attendre le décompte définitif et la publication officielle des résultats mercredi. Merci Charles, et on suivra bien sûr tout cela dans l'émission Polémique et dans les journaux de France 2. La guerre en Yougoslavie, l'OTAN annonce ce soir qu'elle va encore intensifier ses frappes malgré les risques de tuer des civils, comme ce fut le cas à Gorica. Sans être catégorique, l'Alliance évoque de plus en plus l'utilisation par les Serbes des réfugiés comme boucliers humains. Ces dernières 24 heures, les bombardements se sont surtout concentrés sur le sud du Kosovo. Stéphane Aumont. À part cette colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde, il ne reste pas grand-chose du dépôt de carburant de Provo en Serbie. Les raids de l'OTAN se sont concentrés sur des infrastructures la nuit dernière. À bord, au sud-est de Belgrade, les Alliés ont bombardé la plus grande mine de cuivre de la ville, faisant 6 blessés, dont un grave.
Le général américain Wesley Clark, commandant en chef des forces de l'OTAN, veut encore intensifier les frappes. Il se dit prêt à utiliser dans les jours à venir les hélicoptères Apache tueurs de chars. Le Pentagone hésite à donner son feu vert. Belgrade affirme que c'est cette montée en puissance qui freine son retrait du Kosovo. L'OTAN nous demande de retirer nos troupes comme condition préalable à l'arrêt des bombardements. Mais elle fait tout pour que nous n'arrivions pas à organiser ce retrait sur le terrain. Après le bombardement meurtrier de Gorica, Slobodan Milosevic dénonce un exemple éclatant du caractère génocidaire de l'agression de l'OTAN. Dernier bilan serbe, 87 morts civils et 78 blessés. Mais les Alliés répètent inlassablement que la cible était militairement légitime et ils accusent Belgrade d'avoir utilisé des boucliers humains, c'est la thèse de Londres, de Bonn et de l'OTAN. Quand on connaît la personnalité de Milosevic, on peut penser que les réfugiés ont été utilisés, non seulement militairement, mais aussi politiquement. Milosevic l'a souvent fait par le passé. Un mauvais film amateur vaut mieux qu'une bonne photo satellite pour frapper l'opinion publique. Ce document, diffusé opportunément, prouverait la réalité d'un massacre orchestré par les Serbes le 27 mars dernier. Pour le Pentagone, ces images confirment des photos de tombes alignées déjà montrées et légitiment l'action de l'OTAN. Pendant ce temps, les diplomates continuent de travailler. Une mission exploratoire de l'ONU, la première du genre depuis le début du conflit, est arrivée aujourd'hui à Belgrade pour étudier les besoins humanitaires du pays et ceux nécessaires à sa reconstruction. Et en Italie, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont entamé une marche pour la paix. Elle doit les conduire de la ville de Pérouse à celle d'Assise. Il s'agit bien sûr d'une marche pour protester contre ces frappes de l'OTAN. À Londres, le secrétaire d'État britannique estime donc de plus en plus probable que les Serbes aient placé délibérément des civils dans le village de Gorica comme bouclier humain. L'attaque a fait, je vous le rappelle, 87 morts et 78 blessés. C'est également ce que disent les responsables de l'UÇK qui prédisent d'autres accidents de ce type. Gérard Grisbeck et Emmanuel Beck sont à Belgrade. Ils ont enquêté sur la situation au Kosovo. Pristina, la capitale du Kosovo, bombardée jour et nuit par l'aviation de l'OTAN. Les pilotes lâchent leurs bombes à distance pour éviter les tirs de la DCA serbe. Résultat, des maisons sont souvent détruites par erreur. Paradoxe de cette guerre propre, pour préserver la sécurité des militaires, on sacrifie des civils. De retour du Kosovo, Paul-Marie Delagorce témoigne. Pristina vit à l'heure de ses activités habituelles pendant une partie de la journée, mais une grande partie de la population n'est plus là. Les tensions subsistent entre les Albanais qui vivent encore à Pristina. Il y en a, j'en ai rencontré, j'en ai vu, ils m'ont parlé. Et puis naturellement la communauté serbe et les autorités civiles et militaires serbes. Mais vous savez, à partir de 4 ou 5 heures du soir et plus tard davantage encore, c'est une ville vide et silencieuse. Il reste environ 35 000 Serbes et 65 000 Albanais, soit un tiers de Serbes pour 2 tiers d'Albanais. Depuis le début des bombardements, toutes les écoles de Serbie ont été fermées. Selon l'OTAN, ces écoles serviraient d'abri pour l'armée, d'où les nombreuses frappes sur les bâtiments scolaires. La guerre sous toutes ses formes a accéléré l'exode des Albanais. Bien entendu, certains sont partis à la suite des représailles exercées par la communauté serbe et les éléments armés de la communauté serbe qui voulaient régler leur compte aux combattants de l'UÇK qui ont été leurs ennemis dans la période antérieure. Il y a eu des affrontements très durs. Il y a ceux qui ont tout simplement voulu échapper au bombardement. C'est indiscutable, comme partout dans le monde, et j'en ai vu à de nombreuses reprises dans ma vie et dans ma vie professionnelle. On fuit les régions qui sont bombardées. Beaucoup de gens ont naturellement fui les zones bombardées. Il y a ceux qui ont voulu quitter les zones de combat. Et dans les premiers jours de la guerre, l'armée yougoslave a tenté de liquider les maquis de l'UÇK. Alors il y a eu des affrontements très durs dont on voit des traces partout, maisons brûlées, en partie démolies, et ça a fait un contingent supplémentaire de départ. Et puis, il y a naturellement ceux qui ont été expulsés de leur maison par l'armée, qui avaient besoin de cantonnement ou qui peut-être ne désiraient pas avoir immédiatement à proximité d'elle une population réputée hostile. Et puis, il y a la contagion qui, dans tous les exodes, joue un rôle et fait que quand les voisins partent, quand les parents partent, on part aussi.
Du côté des réfugiés, maintenant 800 personnes ont pu franchir le poste frontière à Blace entre le Kosovo et la Macédoine. C'est l'arrivée la plus importante depuis que le poste avait été fermé le 5 mai dernier. Le secrétaire général de l'Alliance, Javier Solana, a précisé que le but de l'OTAN était de leur permettre de rentrer chez eux avant l'hiver. Au Monténégro, c'est l'armée yougoslave qui empêche les réfugiés de quitter cette république pour se rendre en Albanie. Au passage, elle en profite pour arrêter les hommes de plus de 18 ans. Reportage, Anne Poncinet et Didier Dahan. La police monténégrine a placé aujourd'hui une voiture d'escorte devant les convois de bus de réfugiés pour éviter que ne se reproduise ce qui est arrivé hier. Ces femmes venaient de quitter avec leur famille un camp du Monténégro en direction de l'Albanie. Mais à 2 km de la frontière, l'armée fédérale yougoslave a ordonné aux hommes de 16 à 60 ans de descendre. Elles ont donc passé la nuit ici, à proximité du lieu d'arrestation. Ils ont descendu les hommes et les ont fait entrer dans la caserne juste à côté. Ils nous ont dit qu'on pouvait aller en Albanie ou faire demi-tour. Quand on a redemandé des nouvelles à la cellule de crise pour les réfugiés, ils nous ont dit qu'on les avait renvoyés au Kosovo. Faute de nouvelles officielles, les familles des hommes interpellés sont reparties cet après-midi dans leur camp au Monténégro. Au moins ont-elles pu prévenir hier les bus arrivant derrière elles qu'il ne fallait plus s'approcher de la frontière. Reste à attendre, car il n'est plus question pour elles de quitter le Monténégro. On veut bien partir en Albanie, mais à condition qu'ils nous rendent les hommes. Ça dépend de leur volonté. Cette affaire est un nouvel épisode de la lutte plus ou moins ouverte que se livrent les autorités monténégrines, soutenues par leur police, et Belgrade, fortement représentée ici par l'armée fédérale yougoslave. Ces arrestations constituent une provocation pour le Monténégro qui tente de rester neutre dans le conflit et qui considère les réfugiés comme ses hôtes. Et toujours au Monténégro, mais sur l'autre frontière avec la Bosnie, l'armée s'est déployée là aussi pour empêcher les conscrits ou les réservistes de fuir le pays. Demain, l'émission Mots croisés sera consacrée aux questions que l'on peut se poser sur le conflit du Kosovo. Arlette Chabot et Alain Duhamel recevront des hommes politiques comme Alain Madelin, Jack Lang, Daniel Cohn-Bendit ou encore Marie-France Garot. Et puis il y aura aussi des témoignages du Kosovo et une interview exclusive du frère du président Milosevic. La décrue du Rhin se confirme. Après 4 jours de montée des eaux, le niveau du fleuve a commencé à baisser, que ce soit en Allemagne, en France ou en Suisse, même si la situation est toujours qualifiée de critique par les autorités de Berne, d'où nous viennent ces images. En Allemagne, 2 garçons de 1 et 6 ans sont toujours portés disparus, probablement victimes de cette crue. Mercredi soir, un garçon de 5 ans s'était déjà noyé près de Fribourg. Les 25 sapeurs-pompiers de Paris partis en renfort pour aider leurs collègues d'Abidjan continuent à se battre contre le feu. Ils essayent de maîtriser le gigantesque incendie qui consume depuis jeudi 23 millions de litres d'essence. Aidés des militaires français basés à Abidjan, ils étaient presque parvenus à étouffer l'incendie sous de la mousse, mais le feu, semble-t-il, a repris. C'est l'inquiétude en Moselle autour de l'usine d'assemblage de la Smart. Le coprésident de Daimler Chrysler a donné un ultimatum aux dirigeants de l'usine. Si dans 6 mois ou plus, les résultats ne sont pas plus satisfaisants, la production sera arrêtée. À Ambach, l'usine emploie 1700 salariés. Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. Une impressionnante tour de verre, celle de Smart, symbole d'une prospérité retrouvée pour la Lorraine. Un rayon de soleil dans le ciel de Sarreguemines, très vite obscurci par une commercialisation pour l'instant très décevante. Alors que la presse locale continue ce matin de publier des annonces d'embauche pour Smart, le patron du géant Daimler Chrysler vient lui de donner un délai de 6 mois pour redresser la barre, faute de quoi le projet serait stoppé. Ce genre de discours tenu par M. Schremp, qui est quand même le directeur du groupe Daimler Chrysler, est plutôt étonnant. L'usine étant si moderne, ce serait quand même dommage de gâcher un tel investissement avec des gens qui sont pratiquement tous bilingues et tous très compétents. 200 000 ventes par an, c'était les prévisions. 60 000, c'est le piètre résultat de cette année qui n'a pourtant jamais effrayé les salariés de l'usine. Je compte beaucoup sur cette usine. Je ne pense pas qu'elle puisse fermer comme ça. C'est quand même Mercedes qui en est responsable et tout ça. Bon, je ne pense pas qu'elle va fermer. La disparition de Smart, les élus lorrains très engagés dans ce projet depuis 5 ans ne peuvent même pas l'imaginer. Trop de choses sont engagées dans cette affaire-là pour qu'on puisse en rester là. Les pouvoirs publics, l'argent de l'État, l'argent du département, l'argent de la région,
inauguration par le président de la République, visite de ministres, et ça fermerait comme ça? À mon sens, non. Pour moi, l'espoir subsiste. Dans les heures qui viennent, les représentants syndicaux de l'entreprise devraient demander la tenue d'un CE extraordinaire. Un rendez-vous à Stuttgart avec le patron du géant Mercedes a même été évoqué. 1700 personnes ont aujourd'hui trouvé du travail dans ce qu'on appelle ici Smartville, la ville-usine. C'est donc toute une région qui attend désormais dans l'inquiétude les nouvelles de son avenir. Puis je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain soir, dernier délai pour vous acquitter du deuxième tiers provisionnel. Après, ce sera 10% de plus. La politique avec d'abord la phrase d'Elisabeth Guigouche et nos confrères de Radio J au lendemain de la grande manifestation nationaliste à Ajaccio en Corse. Et alors que Nicolas Sarkozy et Philippe Douste-Blazy annoncent qu'ils se préparent à déposer une motion de censure sur cette question. Le garde des Sceaux réaffirme la politique du gouvernement avant de s'en prendre à la droite insulaire. Je crois que la droite en Corse manifeste, je dirais, une complaisance et même quelquefois une connivence que je trouve coupable à l'égard des thèses nationalistes. Le gouvernement n'a pas l'intention de changer de politique. Et cette politique, c'est celle du respect de la loi. Voilà. Il faut que la loi soit respectée en Corse, comme partout ailleurs, sur le territoire de la République. Alors, les nationalistes manifestent, c'est leur droit. On est dans un pays de libre expression. Mais ce que le gouvernement ne tolère pas et ne tolérera pas davantage, c'est la violence, c'est les actes terroristes. Et devant nos confrères de RMC, le ton était totalement différent avec Arlette Laguiller et Alain Krivine. Ils ont défendu le droit à l'autodétermination du peuple corse. Le couple Laguiller et Krivine est en lice pour les élections européennes, vous le savez. D'après les derniers sondages, ils sont crédités d'un peu plus de 6% des intentions de vote. Laurent Hakim et Yann Jiquel ont suivi Arlette Laguiller en campagne. Arlette, c'est une voisine. Et comment elle est comme voisine? Très courtoise, très polie, gentille, abordable. Pour ses voisins, c'est Arlette tout court dans sa cité HLM de Seine-Saint-Denis. Arlette, simple militante, devenue conseillère municipale, puis régionale, et bientôt peut-être députée européen. C'est quand même dans un parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir. En 40 ans de militantisme, la passionnariat de lutte ouvrière n'a jamais cédé à la lassitude, même face aux combats perdus d'avance. Alors pour ces européennes, elle bat la campagne avec la même énergie, encore sous l'effet de son score au présidentiel de 95 et de son élection au Conseil régional d'Île-de-France. Ce jour-là, destination Perpignan avec Alain Krivine, son nouveau complice de la Ligue communiste révolutionnaire. Il somnole en classe économique, elle disserte en classe affaires, mais sur le fond, c'est classe ouvrière pour tous. Le dossier corse est à la une. Peut-être le gouvernement va être mis peut-être en difficulté, j'en sais rien pour le moment. Bien sûr, c'est une affaire qui est sérieuse, mais moi j'aurais préféré qu'il soit en difficulté dans le domaine social pour n'avoir pas tenu ses promesses. Et pendant qu'Arlette goûte subrepticement au plaisir des embruns, les jeunes révolutionnaires veulent croire à l'union sacrée. Nous, on pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de se réunir pour marquer, pour faire comprendre aux gens, pour faire redonner espoir, reconstruire l'espoir. On est deux organisations différentes, ce qui ne nous empêche pas de faire une campagne commune. Krivine en vedette américaine pour chauffer la salle, empruntée au rugbymen du 13 catalan, et puis l'imperturbable idéalisme d'Arlette Laguiller. Oui, si notre liste dépassait les 10%, ce serait l'expression d'une radicalisation de l'opinion des salariés, des chômeurs, des jeunes et d'une reprise de la confiance de la population laborieuse en ses capacités d'imposer une autre politique. L'international comme générique de fin, le prochain meeting sera un nouveau combat. On ne parle que de cela sur le Vieux-Port à Marseille. Les pêcheurs veulent que l'on déclare l'état de catastrophe naturelle après l'invasion des méduses. Elles sont particulièrement nombreuses cette année, ce qui ne gêne pas encore vraiment les baigneurs, mais alourdit et brise parfois les filets des pêcheurs. Yannick Aroussi et Jean-François Georgetti. Tu fais 1h30, t'as plus rien. Vas-y, lève les chandelles blancs. À bord du chalutier, les visages sont tendus, inquiets. La sortie est un test, malheureusement concluant. Les méduses qui, au gré du Mistral, avaient disparu de la surface, sont toujours bien là, dans les fonds de la rade de Marseille. 3 semaines à cause de ça. La pêche a duré 10 minutes. Autant de méduses que de poissons
Continuer serait de la folie, avec à coup sûr de gros dégâts pour le filet et des pertes d'exploitation supplémentaires. On est jeune, en plus, on n'a pas les reins solides. Hein. Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour arriver à tenir le coup. Hein. Quand les quais prennent des allures d'atelier, des filets éventrés, déchirés. Les centaines de kilos de méduses bouchent les mailles de ces chaluts à 60 000 francs qui explosent sous la pression. Les dégâts qui m'a amené le bateau, il a cassé 7 filets, j'en ai pour au moins pour 3 mois à tout remettre en état là. Résultat, les bateaux restent au port. Les pêcheurs demandent que la situation soit considérée comme catastrophe naturelle. Le phénomène est bel et bien naturel, surprenant si tôt dans la saison, mais logique. Il a plu relativement beaucoup, donc les rivières ont amené des sels nutritifs, le plancton s'est développé et de ce fait les méduses ont trouvé davantage de nourriture. La méduse est un animal méconnu qui va au gré des vents et des courants. Rien ne permet de dire si la saison touristique sera ou non gâchée. Voilà, il y a quand même des baigneurs. La F1 est le doublé historique de Ferrari au Grand Prix de Monaco. Michael Schumacher l'a emporté devant son coéquipier, l'Irlandais Irvine. David Coulthard, lui, sur McLaren, a dû abandonner. Patrick Naff. Des pointes à près de 300 km/h entre les rails, Monaco, c'est d'abord un numéro de haute voltige. Ça doit passer au millimètre, mais parfois, ça ne passe pas. Hill, Diniz, Herbert et Barrichello en font l'expérience. 9 voitures seulement ont franchi la ligne d'arrivée du 4e Grand Prix de la saison. Un Grand Prix dominé de bout en bout par Michael Schumacher, qui passe Hakkinen dès le premier freinage. Suivent Irvine, Coulthard, Barrichello et Trulli, Alesi est 15e, Panis 18e. Schumacher est à l'attaque et il dépasse les premiers attardés après 10 tours de course à peine. En fait, il y a lui et les autres. La McLaren de Coulthard fume derrière Irvine, mauvais signe, il abandonne peu après. Quand le moteur de Takagi explose et que Hakkinen, alors deuxième, tire tout droit à cause de son huile, c'est une aubaine de plus pour Schumacher qui en profite pour ravitailler. Hakkinen, lui, cède sa 2e place à Irvine en s'arrêtant. Du coup, c'est un doublé Ferrari, le premier de la Scuderia à Monaco. Autant dire que Jean Todt et ses pilotes ont vraiment de quoi être heureux ce soir. Un mot de tennis pour vous signaler la cuisante défaite de Julie Allard au tournoi de Berlin, balayée par la Suissesse Martina Higgins en 40 minutes et 2-7, 6-0 et 6-1. Le cyclisme, deuxième étape du Tour d'Italie et victoire au sprint de Mario Cipollini qui endosse le maillot rose de leader. Mais ce Giro version 99 est marqué par les affaires de dopage. Christelle Bertrand et Mathieu Drejoux. Ce n'est jamais facile de se remettre en selle quand un coureur de l'équipe s'est fait expulser. Chez Kelmé et Balan, l'ambiance n'est pas à la rigolade. Les affaires de dopage, c'est du sérieux, sauf pour la télévision italienne qui a choisi la dérision. L'émission s'appelle « Le procès de l'étape ». En direct et tous les jours, les journalistes ont choisi de mener leur propre enquête. Les questions sont simples et sans détour. Jure que tu ne feras jamais de tour de magie pour gagner. Et je ne suis pas magicien, donc je n'emploie pas de trucs. Mais tu le jures? Oui, je le jure. Mais personne ne peut jurer participer au Tour de France, surtout pas Laurent Jalabert. Pour le Français, à chaque tour suffit sa peine. Ça va dépendre de ma condition, quoi. Donc j'ai dit hier simplement qu'à la fin du Tour d'Italie, surtout à la fin du Tour de Suisse, juste avant le Tour, je verrai si je suis en bonne condition pour faire le Tour ou pas. Marco Pantani, vainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France l'année dernière, hésite aussi. Les vedettes savent se faire désirer. Je prendrai ma décision après le Giro. Si je suis bien ici, peut-être que je ferai le Tour. Mais peut-être seulement. Le seul qui n'hésite pas, c'est le public. Il est là nombreux. Il n'y a que pour les autographes que c'est chacun son tour. Nantes a fait la fête aujourd'hui pour célébrer les vainqueurs de la Coupe de France. Une belle équipe nantaise, particulièrement prometteuse tant elle est jeune, mais une victoire contestée à Sedan où l'on se souviendra longtemps du pénalty accordé très généreusement par l'arbitre. Ce fut, je vous le rappelle, le seul but du match. La suite des quarts de finale du championnat de France de rugby, après Bourgoin et le Stade Toulousain hier, ce sont Montferrand et Grenoble qui se sont qualifiés pour les demi-finales en battant respectivement Castres et Colomiers.
Nous allons maintenant à Cannes pour une montée des marches qui en impose avec l'équipe du film de Raoul Ruiz en compétition officielle. Le temps retrouvé d'après l'œuvre de Marcel Proust. La distribution, vous le voyez, est étincelante avec Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Marie-France Pizier, John Malkovich ou encore Vincent Pérez. Le temps retrouvé, c'est l'un des 4 films représentant la France dans la compétition officielle. Alors avant d'aller retrouver nos invités autour de Pascal Deschamps, puisque nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Béard et Vincent Pérez, bonsoir à vous. Voyons d'abord avec Michel Monponté et Jean-Louis Melin comment Raoul Ruiz s'est attaqué à l'œuvre de Proust, une ambition difficile quand on sait que des réalisateurs comme Lozé ou Visconti avaient préféré renoncer. Ne cherchez pas la plage de Balbec sur une carte, elle n'existe pas. Ou plutôt n'existe que parce qu'un certain Marcel Proust l'a rêvé. En incarnant ce rêve, le réalisateur Raoul Ruiz réveille des fantômes plus vivants que bien les vivants. La grand-mère, toujours inquiète. Et ce petit Marcel, toujours si fragile. Le tout sous l'œil impérial et concupissant de l'éternel Charlus, baron de Guermantes. Au cœur d'un kaléidoscope complexe, Raoul Ruiz s'est donc attaché à reconstituer ce qui fut l'époque de Proust, ses salons, ses mondanités, ses beautés, mais aussi ses coups de fleuret méchants entre gens du monde, méchants mais toujours si spirituels. Bref, un univers habité passionnément par tous les Proustiens. Quel culot, elle arrive ici sans prévenir, comme ça. Oh, elle a vieilli ou je rêve. Vous rêvez, ma chère, elle est superbe. Ah, cher ami, quel plaisir de vous voir ici, je n'y croyais plus. Proust, on a constamment, ça m'est arrivé rarement, on a constamment envie de mettre un visage, de rendre concret quelque chose, des situations dans lesquelles, avec sa prose merveilleuse, on tourne autour du pot. D'un coup, on met les pots. Mettre des visages sur les rêves proustiens, mettre des rêves proustiens sur le visage des acteurs, voilà quel a été le mérite du travail ô combien proustien du réalisateur Raoul Ruiz. Comment venez-vous dans des matinées si nombreuses? Vous vous retrouvez dans une grande tuerie comme cela? Ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. En vérité, je m'attendais à vous trouver partout ailleurs qu'à un des grands tralala de ma tante. Incarnation d'un rêve, c'est aussi ça la magie du cinéma. Alors Emmanuel Béard et Vincent Pérez, rebonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et avec Pascal Deschamps. Emmanuel Béard, comment avez-vous vécu cette entrée dans 2 univers difficiles, celui de Proust bien sûr et puis celui de Raoul Ruiz? Vous dites vous-même que vous n'avez jamais pu lire Proust, je crois. Enfin, j'ai dit que j'ai essayé pendant des années de lire Proust et que j'ai finalement réussi grâce à Ruiz, grâce à Raoul Ruiz. Pourquoi tu ris? Non, dis-moi que tu as tout lu Proust, toi. Mais je suis rentrée dans cet univers avec ce personnage de Gilbert, qui est un personnage qui est le premier amour du narrateur, le premier amour, celui qu'on n'oublie pas, le premier regard, la première jouissance aussi, je crois, du narrateur, puisqu'il l'a joui en jouant avec le personnage de Gilbert. Voilà, je suis rentrée avec tous mes camarades, dont Vincent, dont Catherine Deneuve, donc, qui joue Odette, puisque Gilbert est la fille de Swann et d'Odette, et puis tous les autres. Alors justement, Vincent, vous jouez Morel, qui est un musicien, on va dire, ambitieux, qui traverse les lits de plusieurs personnages, plus par arrivisme que par amour. Comment vous trouvez le regard de Proust et le regard de Ruiz, donc, sur cette société, sur ces gens? C'est une société un peu en décadence, donc je le trouve plutôt réaliste et pas vraiment cruel. Je trouve que Ruiz a réussi son pari parce qu'il a trouvé la petite porte secrète pour entrer dans l'univers de Proust, qui est le détail, le sens du détail. Et le cinéma est fait de détails, et donc du coup tout s'est rejoint, j'ai l'impression, en voyant le film. À force de détails, la magie est née, et donc du coup cette magie ressemble autant à Ruiz qu'à Proust. Et donc du coup j'ai l'impression qu'ils se sont trouvés là, et à partir de ce moment-là, il y a une liberté qui est née. Qu'on ressent en voyant le film et qui est nécessaire pour que le film ne soit pas ne rentre pas dans une idée de mode.
Et contrairement aux autres films qui ont été faits sur Proust, je trouve qu'ils ont été un peu trop faits de clichés qu'on avait de Proust. Celui-là, il échappe à ça, tout en jouant avec peut-être des clichés, mais il échappe complètement à ce qu'on avait déjà fait sur Proust. Et pour la première fois, je crois que Proust est vraiment bien rendu au cinéma. Alors il échappe à ça justement parce que Raoul Ruiz a pris des risques, il a fait des choix. Est-ce que vous avez l'impression, même si chaque film est un risque, qu'en acceptant de faire celui-là, puisqu'on dit que c'est inadaptable, un pari impossible, etc., vous avez pris des risques ou qu'on vous a fait prendre des risques que vous n'aviez pas pris auparavant? Oui, j'ai l'impression. Mais moi, ce que j'ai ressenti au tournage, c'était un véritable parti pris. Et il me semblait que le rôle de l'acteur, qui, dans nos cas, en tout cas, ne sont que des boulons dans une chaîne, et qu'il est important de garder cet esprit de groupe. Des perles. Et de savoir. De dans quoi une chaîne. Mais t'arrêtes de me contredire. Non, des perles. des perles. Et il était important un peu de devenir comme Proust. C'est-à-dire, on a parlé de Proust comme un lieu réceptif à toutes les sensations, à tous les sens, l'odorat, l'ouïe, le goût. Et c'était, voilà, le travail que j'ai essayé de faire, moi, c'était de devenir complètement à l'écoute, en état d'acuité permanente, et de me laisser guider, parce que je savais, comme l'a dit Vincent, que les détails, tous ces petits détails du présent qui replongent à travers les couloirs du passé vers des situations déjà vécues, sont des choses qui... c'est une sensation que moi je connais et que j'ai l'impression que tout le monde... Pardon, oui. Oui, Emmanuel Béard, et au vu du résultat, je crois que vous avez vu le film hier, je pense, avec votre père, c'est réussi, vous êtes contente et de vous et du film et de Raoul Ruiz? Oui, j'étais très frappée par le fait que tout était en décalage en permanence, y compris mon émotion et celle de mon père, puisque c'est avec mon père que je l'ai vu hier soir. Drôle de hasard. Cette drôle d'impression d'avoir envie de pleurer, mais jamais au moment où enfin pas forcément en relation avec ce qu'on voit dans l'immédiat. C'est-à-dire que tout est décalé, y compris l'émotion qu'on a. Mais écoutez, merci beaucoup à vous. Pascal, je crois que vous avez assisté à la première projection. Il y a la projection officielle là d'ici quelques instants. Et pour l'instant, c'est relativement bien accueilli, le film? Oui, vous savez, à Cannes, la journée s'organise en fait autour de deux rendez-vous. D'abord la projection de 8h30 où les gens de la presse, du cinéma découvrent le film. Et la projection officielle donc, qui a lieu en ce moment. Et Emmanuel et Vincent ont hâte justement d'aller à la fin de cette projection à 9h10 pour voir les réactions du public. Donc ce matin, après la séance de 8h30, eh bien, il y a eu beaucoup d'écoute pendant toute la projection, et puis des applaudissements, et même si je dois dire qu'il y a des gens qui ont des réserves, cette projection a été accueillie avec beaucoup de respect, et c'est normal parce que Raoul Ruiz et son équipe ont pris un sacré risque, d'abord parce que les gens, les fans de Proust, les fidèles de Proust, les Proustiens risquent d'être déconcertés, et les gens qui ne connaissent pas Proust, il faut les amener quand même dans cet univers qui est très complexe, très subtil, donc ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est un film qui mérite le respect. En tout cas, Pascal, on remercie beaucoup donc Emmanuel Béard et Vincent Pérez d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. On les supporte d'avance pour la projection officielle et puis on les félicite et d'avoir osé s'attaquer avec Raoul Ruiz à ce film et à cette œuvre-là. Merci beaucoup en tout cas. Je vous invite maintenant à partir pour Biscarrosse dans les Landes où tous les 2 ans est organisé un rassemblement d'hydravions. L'endroit n'a pas été choisi par hasard puisque Biscarrosse était dans les années 30 ou 40 l'un des hauts lieux de l'aéronautique. Éric Perrin et Frédéric Grinchec. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Bien oui, mon gros nigo. S'ils n'en avaient pas, ils ne voleraient pas. Bateau qui vole, avion qui flotte, qu'importe, l'hydravion, cet appareil hybride qui permet d'avoir les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Depuis 7 ans, Biscarrosse réunit autour de son immense lac ses chevaliers de l'eau et du ciel. Tous ces avions appartiennent à des particuliers comme David Nieman, un pilote à la logique toute british. Bien, j'aime voler et j'aime les bateaux. C'est une combinaison parfaite des deux. Eh bien, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Enfin, pour tous ceux qui veulent mieux comprendre, voici pour la modique somme d'un 365e de redevance télé, un baptême de l'air et de l'eau. Lorsque vous décollez, vous avez d'abord la sensation d'être sur un offshore, ces bateaux à grande vitesse. Puis, quand vous quittez l'eau, c'est la liberté de voler. L'avantage avec un hydravion, c'est que vous n'êtes pas prisonnier des pistes d'atterrissage. Vous pouvez amérir comme vous le voulez, il y a beaucoup plus de liberté. Des hydravions et non des moindres, il s'en est posé sur ce lac de Biscarrosse.
Dans les années 30 et 40, faute de pistes terrestres assez longues, les seuls avions transatlantiques étaient des hydravions. La plupart étaient fabriqués dans les usines Latécoère, installées ici même. Charles Métadier, 75 ans, y était électricien-monteur. Il a notamment participé à la fabrication du plus grand hydravion du monde, le Latécoère 631. Du terminal d'Air France installé au bord du lac, on embarquait pour Buenos Aires ou New York, à bord de ces paquebots volants, du grand luxe. Et il fallait bien parfois les 6 km du lac pour que le pilote finisse par arracher de l'eau les 72 tonnes d'acier. Nous étions très fiers. On assistait au décollage de jour comme de nuit. Et de nuit, c'était une féerie. Aujourd'hui, il n'y a plus que pour la lutte contre les incendies que les hydravions restent indispensables. Hommage du Canadair à ses glorieux ancêtres, un largage pour le plaisir, spectacle de circonstances, des confitis d'eau virevoltant dans l'air. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. En Israël, à la veille du scrutin, le ciel se dégage pour le candidat travailliste Ehud Barak, seul maintenant depuis le retrait des autres candidats face à Benyamin Netanyahou, donné largement perdant dans les sondages. Depuis 48 heures, les scènes de violence se multiplient à Vauvert dans le Gard, mais avec mort d'homme cette fois, un jeune de 18 ans tué par le propriétaire de la voiture qu'il s'apprêtait à saccager. Dans un instant, la météo à 20h50, Copycat avec Sigourney Weather et Holly Hunter. 23h15, dans le cadre des magazines Ligne de vie, Filles de banlieue, un magazine qui donne la parole à ces jeunes filles de toutes origines qui vivent évidemment dans les banlieues des grandes villes. À 12h10, le journal de Florence Duprat. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Frédéric Bredin. À 20h, vous retrouverez bien sûr Claude Sérillon dans un nouveau décor. Et puis n'oubliez pas, plus tard, mots croisés. Spécial Kosovo. Bonne soirée sur France 2 évidemment.